Bonjour à tous, voici donc le cours sur le théorème du moment cinétique. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un moment cinétique? Alors le moment cinétique, c'est une grandeur qui n'a pas véritablement de signification physique. C'est une grandeur cinématique, comme la vitesse d'accélération ou la quantité de mouvement par exemple. Donc, petite à définition, grandeur cinématique au même titre que la vitesse ou l'accélération. Si on considère un point matériel m de masse petit m en mouvement par rapport au référentiel galiléen R, dont O est un point fixe, on définit le moment cinétique LO de M. On pourrait même rajouter dans le référentiel R pour être précis. Pour nous, cette année, on n'aura pas d'ambiguïté possible. Le référentiel sera généralement le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. Alors, le moment cinétique, LO de M, qu'on appellera L indice O tout court généralement, égale OM vectoriel MV, où V est la vitesse, OM c'est le vecteur position, et V c'est le vecteur vitesse. V égale évidemment D de OM sur DT. On peut également écrire le moment cinétique égale OM vectoriel, la quantité de mouvement, puisque MV c'est la quantité de mouvement. Du coup, si on s'intéresse à son unité, c'est des mètres pour OM, des kilogrammes par mètre seconde moins 1 pour MV, qui est la quantité de mouvement, et donc on a une unité qui est en mètres carrés kilogramme seconde moins 1 pour ce fameux moment cinétique. Donc pas véritablement de signification physique, mais c'est la grandeur qui apparaît dans le théorème du moment cinétique que nous verrons un peu plus tard. On voit que dans sa définition, il y a un produit vectoriel, un rappel sur le produit vectoriel est donc nécessaire. Si l'on considère deux vecteurs A et B, le produit vectoriel de A vectoriel B, c'est le module de A fois le module de B, fois le sinus de l'angle entre A et B. Alors nous prenons toujours le plus court chemin pour aller de A vers B, lorsqu'on fait A vectoriel B. Du coup, l'angle va être nécessairement compris entre 0 et pi. Et le sinus sera toujours du coup positif. J'ai mis des valeurs absolues pour se prémunir de toute erreur, mais a priori, si on fait bien les choses, elles ne sont pas nécessaires puisque alpha est compris entre 0 et pi. Et puis u, c'est un vecteur unitaire un peu particulier. C'est un vecteur unitaire, je marque ici, perpendiculaire à A et à B. Il est unitaire et par ailleurs, il est compatible dans son sens avec A vectoriel B par la règle du tire-bouchon. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Compatible par la règle du tire-bouchon. Et bien dans A vectoriel B, je vais de A vers B par le chemin le plus court. Ici, dans ce dessin qui est représenté ici, et bien ça me fait aller dans ce sens-là, qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et dans ce cas-là, je dis que je dévisse, parce que quand on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on dévisse. Donc c'est ici, avec un tournevis, on dévisse dans ce sens-là. Et donc dans ce cas-là, si on dévisse, ça nous fait une flèche qui pointe vers nous, c'est comme si c'était la pointe de la flèche, et U il est vers nous dans ce cas-là. Si A et B ont cette configuration-là, A vectoriel B est vers nous, parce que pour aller de A vers B, on dévisse. Si jamais pour aller de A vers B, on va dans le sens opposé, ce qui est le cas dans ce dessin que j'ai fait en bas, dans ce cas-là, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller de A vers B, donc je visse pour aller de A vers je visse pour aller de A vers B, donc A vectoriel B dans ce cas-là sera dans ce sens-là, indiqué par ceci, c'est-à-dire que le vecteur va vers l'intérieur de la feuille ici, et donc le U dans ce cas-là de la formule sera dans cette direction-là. Donc il faut connaître cette règle du tire-bouchon. Sens horaire, on visse, le vecteur s'en va dans ce sens-là. Si l'on dévisse, sens anti-horaire ou sens trigo, le vecteur il vient vers nous. Quelques règles particulières. B vectoriel A vaut moins A vectoriel B. A vectoriel B est nul si A est nul. Si A est le vecteur nul, si B est le vecteur nul. Ou si alpha égale 0 ou pi, c'est-à-dire si AB c'est-à-dire si A et B sont alignés sur une configuration, par exemple, comme celle-ci, A et B, dans ce cas-là, A vectoriel B sera le vecteur nul. A vectoriel B est toujours perpendiculaire à A vectoriel B est toujours perpendiculaire à B. En coordonnées cartésiennes, si on veut écrire A vectoriel B, on a ces résultats-là. Donc on peut écrire sous forme de colonne A, sous forme de colonne B, et on obtient ces résultats-là sur chacune des colonnes qui sont des composantes du résultat, des vecteurs résultats. Donc les trois composantes sont données ici. On va voir comment les trouver. Ensuite, de manière générale, quelle que soit la base de projection, on n'est pas forcément en cartésienne. On peut être en sphérique, en polaire.
on va avoir A1, A2, A3 pour les composantes de A, B1, B2, B3 pour les composantes de B, et bien on obtiendra ce résultat-là pour A vectoriel B. Alors pour obtenir ceci, ou ceci d'ailleurs, quelle est la technique à utiliser? Technique à utiliser, quand on fait A vectoriel B, on réécrit les deux dernières lignes en dessous du produit vectoriel colonne que l'on veut faire. C'est-à-dire que là, on a les deux premières lignes, pardon. AX, AY, BX, BY, on les réécrit en dessous. AZ, BZ, on ne s'en préoccupe pas. Donc on réécrit les deux premières lignes. Si c'était cette situation-là, on réécrirait A1, A2, B1, B2, les deux premières lignes. Ensuite, lorsqu'on veut savoir ce qu'il faut écrire ici, dans la première composante du résultat, on barre la première ligne. Et donc en face de cette première ligne, ici, on fait une espèce de produit en croix. On fait une sorte de règle du gamma, telle qu'on l'a fait en chimie. Et on écrit AYBZ moins AZBY, ce qui est écrit ici. Ensuite, pour savoir ce qu'on met dans la deuxième ligne, on barre la deuxième ligne. Et on fait une espèce de gamma, une espèce de règle du gamma en dessous. Et on obtient AZBX moins AXBZ. AZBX moins AXBZ. Enfin, on barre la troisième ligne lorsqu'on veut savoir ce qu'il y a au niveau de la troisième ligne ici. Et on fait cette espèce de règle du gamma et on obtient AXBY moins AYBX qu'on va écrire ici. Et ça marche quel que soit le système de coordonnées dans lequel sont exprimés les vecteurs A et B et donc leurs composantes à ce niveau-là. Ensuite, dans le théorème du moment cinétique, qui est un théorème qui est très important en physique et a fortiori en mécanique du solide, un peu en mécanique du point, mais surtout en mécanique solide, dans un premier temps nous le verrons en mécanique du point, eh bien il faut s'intéresser à ce qu'on appelle le moment des forces. Et le moment des forces, c'est finalement l'effet qu'a une force sur une rotation. Si le moment est grand, la force a beaucoup d'effets, si le moment est faible, la force a peu d'effets sur, sur la rotation. Alors, petite définition du moment d'une force. À nouveau, on rencontre un produit vectoriel. Alors, ceci est indépendant de la partie précédente. La partie précédente permet de définir le moment cinétique. C'est la partie finalement cinétique du théorème, comme dans F égale MA égale F, le principe fondamental de la dynamique. La partie MA, c'est une partie cinématique, qui ne fait pas référence aux forces. C'est la même chose pour le moment cinétique. Et pour le théorème du moment cinétique, ce qui concerne le moment cinétique, ce que nous venons de voir, on aura besoin de le définir, on aura besoin de le trouver. Ce sera la partie cinématique. Et maintenant, on va avoir un deuxième terme au théorème. Comme dans F égale MA, le deuxième terme c'est F, résultante des forces, c'est une partie dynamique. Eh bien, on va avoir un deuxième terme qui va être le moment des forces, qui va être notre partie dynamique. C'est ce que nous voyons ici. Alors, le moment d'une force par rapport à O s'écrit OM vectoriel F. À nouveau, on a un produit vectoriel. Alors, ce moment, il renseigne sur l'effet que la force a sur un mouvement de rotation autour de O. Alors, le moment d'une force, je fais OM vectoriel F, je m'intéresse à OM vectoriel F, donc j'ai un point O fixe du référentiel, j'ai un point M mobile, à ce point M est appliquée une force F, et je m'intéresse à OM vectoriel F. Comme nous l'avons vu, ce moment vaut norme de OM, norme de F, sinus de l'angle entre les deux, on prend le plus petit pour aller de OM vers F, et un vecteur unitaire U qu'il va falloir définir, dont il va falloir trouver le sens. Donc, quand on veut trouver le sens de ce vecteur unitaire U, on dessine F et OM en partant d'un même point, et quand on fait OM vectoriel F, il est là, on voit qu'il faut tourner dans ce sens-là. Donc ça dévisse, donc le U dont il est question ici, il est bien comme ça, puisqu'on a dévissé. Donc, le moment de F par rapport à O, c'est la norme de OM, la norme de F, sinus de alpha, cet angle alpha, il est là, mais je le retrouve bien sûr ici, et un vecteur unitaire U, dont le sens est indiqué ici. Dans cette situation ici, par exemple, nous faisons la même chose, OM vectoriel F, je peux dessiner F à côté de O pour voir vraiment ce que fait OM vectoriel F. OM vectoriel F, il faut tourner dans ce sens, ça visse, donc OM vectoriel F sera dans ce sens-là, et U également. Alpha
plus petit angle entre OM et F, surtout ici et également ici. Lorsque on voit qu'OM vecteur LF, le moment de la force est dans ce sens-là, on sait que ça, F a tendance à faire tourner dans ce sens. Lorsque OM vecteur LF est dans ce sens-là, on sait que F a tendance à faire tourner autour de O dans ce sens, ce qu'on voit bien dans ce dessin, et ce qu'on voit bien dans ce dessin, cette force a bien tendance à imprimer une rotation comme ça, et cette force a plutôt tendance à imprimer une rotation comme ceci. Signification physique, donc, de moment de F par rapport à O. Le moment de la force F par rapport à O permet de mesurer l'effet qu'a la force sur une rotation de M autour du point O. Plus sa norme est grande, plus la force a un effet important sur la rotation. Et le sens de rotation est indiqué via la règle du tire-bouchon. Je prends un exemple ici. Alors je vais d'abord peut-être faire référence à une figure qui est celle-ci. Voilà. Alors on va imaginer ceci, une roue. L'axe de cette roue est ici. Et on voit qu'on peut appliquer différentes forces à cette roue. On va considérer qu'elles ont toutes la même norme, ces forces, grand F, mais qu'elles ne sont pas appliquées au même point. Par exemple, si j'applique la force en M4 qui est ici, l'axe de rotation de la roue étant comme ceci, mais je vois bien que cette force n'aura aucun effet sur une rotation de la roue. Elle n'a pas du tout tendance à faire tourner la roue. Je vois que F1, qui serait une force appliquée en ce point, et F3, qui serait une force appliquée en sens symétrique, avec le même vecteur force, vont avoir des effets contraires, parce que F1 a bien tendance à faire tourner la roue, F3 également. Certainement, ils ont le même effet du point de vue de la rotation, puisque c'est la même norme et on est à la même distance de l'axe, mais par contre, le sens est opposé. Donc très certainement, leurs moments seront opposés. Puis il y a un truc particulier, c'est M5 et F5. F5, on pourrait penser qu'il ne peut pas faire tourner la roue. Mais F5 ne peut pas faire tourner la roue autour de l'axe, de cet axe-là. Mais ça, nous le verrons plus tard. Par contre, F5 pourrait très bien faire tourner la roue autour de O, autour de ce point-là. On peut imaginer qu'on force beaucoup et qu'on déforme la roue. Okay, donc F5 peut faire tourner autour de O, donc son moment sera non nul. Après, nous verrons le moment par rapport à l'axe et nous verrons que F5 ne peut pas faire tourner M5 autour de l'axe. Cet axe qui serait OU delta. Voilà pour ceci, et on va toujours essayer de se référer à ça. Ceci, c'est ce qui est représenté sur ce dessin que vous avez là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans un premier temps? On a tendance à penser que le moment de F1 par rapport à O est égal au moment de F3 par rapport à O, puisque les effets sont les mêmes en norme, mais pas en direction, qui sont supérieurs au moment de F2 par rapport à O, parce qu'on peut bien penser que F2 a un effet un peu moins important sur la rotation que F1. C'est plus facile de faire tourner une roue en s'éloignant de son axe, donc en s'éloignant de O. Le moment de F2 par rapport à O est plus grand que le moment de F4 par rapport à O. Ce dernier est nul, on le voit bien. OM4 vectoriel F4, c'est censé être un vecteur nul, puisque OM4 et F4 sont alignés. Le moment de F5 et le moment de F1 sont égaux. Alors peut-être que j'ai oublié d'écrire, c'est que je considère, ici vous allez le rajouter, que F1 égale F2 égale F3 égale F4 et on va noter ces forces tout simplement grand F. Si on fait le calcul rigoureux, on trouvera ceci, le moment de F1 vaut moins le moment de F3, c'est-à-dire qu'ils ont des effets opposés, ils imposent des sens de rotation opposés, F1 et F3. Le moment de F1, par contre, sera toujours plus grand que le moment de F2. F1 a plus d'effet que F2 sur la rotation. Ils seront de même signe parce que les deux ont tendance à faire tourner la roue dans le même sens. Et le moment de F4 est nul, ce qui signifie que F4 n'a pas d'effet sur la rotation. Alors, je vais m'intéresser à présent au calcul de ces moments, en fait, au calcul précis de ces moments des forces par rapport à O.
Alors, concernant le moment, par exemple, de F1 par rapport à O. Le F1 s'applique à une distance R de O dans le dessin précédent, et on a un système d'axe X, Y, Z qui nous est indiqué. Donc si je calcule le moment de F1 par rapport à O, je vais dire que le moment de F1 par rapport à O, c'est donc, rappelez-vous, moment de F1 par rapport à O, c'est OM1 vectoriel F1, sauf que ce OM1, O est ici, vaut ici avec ce système de coordonnées moins REX, puisque j'ai une distance R là et que le X est vers la droite et OM1 est vers la gauche, moins REX pour OM1, et puis F1, ben on a dit que toutes les forces avaient une norme F, il est vers le bas, c'est-à-dire il est vers moins EY, donc ça fait moins FEY, et je me retrouve avec RF EX vectoriel EY, mais EX vectoriel Y, il se trouve que c'est EZ. Donc je me retrouve avec le moment de F1 par rapport à O égale RF EZ. Concernant le moment de F3 par rapport à O, eh bien F3 c'est OM3 vectoriel F3, et donc ça va nous faire moment de F3 OM3 vectoriel F3. OM3 ça va être plus REX, F3 ça va toujours être moins FEY comme F1, et donc ça fait moins RF EX vectoriel Y, et EX vectoriel Y c'est EZ. Donc nous allons obtenir moins RF EZ pour le moment de F3 par rapport à O. On se rend bien compte, comme prévu, que ces moments sont opposés entre eux. Si je m'intéresse au moment de F2 par rapport à O, eh bien, F2 est à distance R sur 2. S'applique à distance R sur 2, le point M2 est ici, et donc on a un moins R sur 2, je vais le détailler, moment de F2, on a OM2 moins, donc ça fait OM2 vectoriel F2, mais OM2 vaut moins R sur 2 fois X vectoriel moins FEY. Et donc nous allons retrouver le résultat R sur 2 FEZ, puisque les deux L les deux moins vont disparaître entre eux, et R sur 2 et EX vectoriel EY sera égal à EZ. Donc nous obtenons pour le moment de F2 par rapport à O, R sur 2 FEZ. Enfin, le moment de F5 par rapport à O, si on regarde la configuration qui nous a été donnée, eh bien, nous allons obtenir, on s'intéresse ici au moment de F5, OM5 vectoriel F5, OM5, on va avoir du REY, F5 va être sur EZ, et donc on va obtenir REY fois FEZ, or EY vectoriel EZ, il se trouve que ça fait EX, et donc nous obtenons ce résultat-là, moment de F5 par rapport à O égale RFEX. Il est donc non nul. F5 pourrait éventuellement faire tourner la roue par rapport à O, enfin M5 autour de O. Alors, une façon de revoir ces calculs que je n'ai peut-être pas, que je pourrais préciser, si je m'intéresse par exemple au moment de F2 par rapport à O, sachant que j'ai cette configuration-là. Si nous avons R sur 2, je vous rappelle que nous avons EX, EY et ici EZ. Ça fait OM2 vectoriel F2. Ça fait, nous l'avons dit, moins R sur 2 EX vectoriel moins FEY
EY. Plutôt que de chercher à savoir ce que vaut x, y, on peut aussi faire, donc ça fait R sur 2 EX vectoriel F, EY. Nous pouvons aussi faire avec l'histoire des vecteurs colonnes, ce qui nous donnerait ici R sur 2x écrit R sur 2, 0, 0. Vectoriel F, Y, 0, F, 0. Alors, toujours la technique qu'on a vue précédemment, on n'est pas obligé de le faire, là, il suffit de savoir ce que valait EX vectoriel Y pour trouver le résultat. Mais si on voulait vraiment faire cette technique, on réécrit les deux premières lignes. Pour savoir ce qu'on met en haut de la colonne, on barre la première ligne et on fait 0 fois 0 moins 0 fois f, ce qui nous donne 0. On barre la seconde ligne et on fait 0 fois 0 moins r sur 2 fois 0, ce qui nous donne 0. Enfin, on barre la troisième ligne et on fait r sur 2f moins 0 fois 0. R sur 2f. Et au final, ça fait R sur 2f. Ici, on est sur EZ. On retrouve le résultat. Troisièmement, pour conclure cette première partie, nous allons voir ce que c'est que le bras de levier. Alors, D est le bras de levier de la force F. Troisièmement, notion de bras de levier. Alors, c'est quoi ce bras de levier? On prolonge la droite qui porte F. Vous voyez cette droite-là, qui porte F en M, qui passe par M et qui porte F. On la prolonge, cette droite. Je rajoute bien passant par M, ce qui me semble être important. On la prolonge et on fait le projeté orthogonal de O sur cette droite. Alors, O, A, projeté orthogonal de O sur la droite, passant par M, et portant F. Eh bien, le bras de levier, c'est cette distance OA. D égale OA. C'est le bras de levier de cette force. Alors, pourquoi cette notion est-elle si importante? Si on fait le moment de F par rapport à O, on dit que c'est, comme on l'a dit depuis le début de ce cours, OM vectoriel F. Or, ce OM peut se décomposer en OA plus AM. OA plus AM. Alors, on peut distribuer, et OA plus AM, ça fait OA vectoriel F plus AM vectoriel F. Mais OA vectoriel F, ce AM vectoriel F, pardon, ce terme-là, il vaut le vecteur nul, puisque AM et F sont alignés, sont des vecteurs parallèles entre eux, AM et F. Et donc il nous reste simplement OA vectoriel F. Mais OA étant perpendiculaire à F, par définition, parce qu'on a dit que A était le projeté orthogonal de O, sur la droite qui porte F, alors OA vectoriel F, ça fait norme de OA fois norme de F, fois sinus pi sur 2, c'est-à-dire 1. Et il va nous rester norme de OA, norme de F, sinus pi sur 2, U. Norme de OA, norme de F, sinus pi sur 2, U. Et finalement, ça va nous faire D, ça c'est la norme de OA, le bras de levier, fois F fois U. F étant égal à la norme de F. Donc finalement, le bras de levier, il est tel que le moment de la force, c'est la force fois le bras de levier.
Et ensuite, il y a la direction à trouver. Et ça, on fait OM vectoriel F. Donc on va reporter F éventuellement là. OM vectoriel F, ça dévisse. Le moment de la force ici est vers nous. Et sa norme, c'est D fois F. Par exemple, si ici, grâce au bras de levier, nous voulions, par exemple, le moment de la force F6, si je sais que lorsque je prolonge la droite qui porte F6 et que la distance de cette droite à haut, c'est 3/4 de R, je peux immédiatement affirmer que le moment de F6, c'est son bras de levier, 3/4 de R, fois la force, et alors après le sens, fois EZ, puisque F6 a tendance à faire tourner dans ce sens-là qui est compatible avec EZ, ça fait fois EZ. Si je sais que quand je prolonge la force F7, je tombe à une distance R sur 2 de haut, c'est R sur 2 et donc le bras de levier de la force R7, je peux affirmer directement que le moment de F7 par rapport à haut, c'est R sur 2, le bras de levier, fois F, la force, et fois un vecteur unitaire moins EZ, puisque F7 a tendance à faire tourner dans ce sens-là, qui visse et qui est donc non compatible avec EZ, et donc je peux dire que c'est un sens moins EZ, le vecteur unitaire associé à ce produit vectoriel, et donc le moment de F7 par rapport à haut s'écrit moins R sur 2F fois EZ. Voilà pour cette première partie du cours sur le théorème du moment cinétique. On a vu comment calculer le moment cinétique, on a vu comment calculer les moments des forces, et maintenant dans un prochain cours, nous allons voir quel est ce théorème. Merci, à bientôt.